nous arrivons donc maintenant, bien que le temps soit court, à l'espace du débat. Donc, vous pouvez poser des questions en anglais comme en français. Nous avons nos interprètes et elles s'adressent à l'ensemble des orateurs. Oui, je voulais savoir, dans le cas de tatouages post-mortem exécutés par des Français, comme vous avez dit, dans ce cas-là, qui est-ce qui s'est occupé de la momification de la tête? Ça se faisait sur place ou ça se faisait directement Oui. Les tatouages qu'on voit qui sont post-mortem sont des tatouages qui ont pu être faits soit sur une tête fraîche qui est ensuite préparée, soit sur une tête déjà sèche, conservée dans une collection ou autre, pour en rajouter un petit peu de valeur. L'aspect est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune trace de cicatrisation, aucune lésion de fatigue, et ce sont vraiment des berges qui sont à vif, qui sont aiguës, qui sont... Donc faites directement en Europe alors? Je ne peux pas vous dire si ça a été fait chez les Maoris ou si ça a été fait en Europe. Je ne peux pas vous préserver la sensibilité Maori en disant qu'ils ont frappé toutes les têtes, c'est même pas politiquement correct. Non mais scientifiquement c'est possible que ce soit... De la science, il n'est pas possible de dire si ce sont les têtes qui ont été transformées, c'est un joug post-mortem de tatouage, en Nouvelle-Zélande ou en France. On ne peut pas, l'aspect est le même. L'aspect, c'est ça que je voulais savoir. C'est pour ça que, à mon avis, I would ask this to the Maori community, if possible. I would like to know, with a Maori eye, if these tattoos, these post-mortem tattoos, have been performed by a Maori hand, with a Maori technique, or by another one, community practitioner. I will ask this later, I think. On va d'abord traduire la question et la réponse qui était formulée en français. Just a quick translation into English in case some of you missed it. The question dealt with the fact that the tattoos, the post-mortem tattoos, had they been drawn in New Zealand or back in Europe, in France, by whom? And the question is, can we know for sure scientifically if they were drawn, where, geographically speaking, where they were drawn? Because apparently, and that was the retort, the response, the aspect is the same. When we look at it, obviously the consequences, the healing, cicatrization, all of this is different, but aesthetically speaking, it is the same. So it forbids us from saying, for instance, this was only the French who did it or the Europeans, because it looked the same, and without obviously being disrespectful to the Maori tradition, it is a known fact that the Maori sometimes traded the heads for a profit. So there is no actual way of establishing this. And here comes, I guess, another element of response. I think Mr. Lardelli has an answer. No. I think first and foremost, as an artist, that the person that was doing the post-mortem work had a deep understanding of what he was doing in terms of the process of marking the face. So if it was a French person that was doing that marking, I'd be able to tell you that's not the patterning that we would use. So the post-mortem work, for me, the majority of those pieces they were done in New Zealand, because the marking suits the face, its appropriateness to the aesthetic value that's placed on the face, and the marking of those moral marks have been done precisely with a chisel that knows what it's doing. Yeah. In other words, Moko was the taina, or the younger brother of Tangaroa, who created the carvings. So when they went back into that depth of the skin to recarve it, they were giving back the depth to the tipuna. Does that make sense? To the ancestor. Some of the work, we've seen post-mortem work that's just absolute rubbish. And you can tell, it's quite easy to see the difference. But some of that stuff there has been done lovingly. It's been done with an accurate eye, which means that it's someone that actually knew them. If you were doing them for sale, which some of them we have seen, they were done haphazardly and done very poorly, because there's no love between that person and the one over there. Yeah. So, also some of the tifana, the titi, the ngunga, and the interpretation of those marks needs to be looked at very closely as well. In terms of whether you are reading the pattern itself or whether you are reading the non-patterned area, both have a different equation for us to understand. Also the difference between reading the pattern from a distance and reading it up close.
that there's something else happening there. There's almost an illusion of movement happening within the patterning from this distance to when you get up close. Some of the marking that's happening within those tīwhana lines and the korowaha that you talked about over here, some of that patterning cannot be done with an electric needle today, which means that the craftsmanship, they were at the zenith of their ability. And that's why toi moko whakairo, moko whakangao was deemed to be the best tattoo in the world, because no one else could do that type of line work. And the transfer from wood to skin meant that they transferred themselves physically from wood, from one particular deity to another, because they'd reached another level of excellence. So it was a training process. Traduction synthétique. Oui, une petite synthèse. Donc, en tant qu'artiste, c'est vrai que la personne qui a ou aurait effectué ces tatouages comprenait très bien, en tout cas, le symbole, l'essence de ces marques. C'est vrai que certains des tatouages qui ont été faits de manière très réaliste et très proche. D'autres ont été très mal faits, on le voit directement. Donc sur certaines des parties, certaines des interprétations qui ont été faites peuvent être remises en cause. Mais il y a une différence aussi quand on regarde les têtes, qu'on les regarde de loin ou de près. On n'a pas la même impression et on peut se rendre compte de certains détails et de certains soins apportés. On voit que certains détails qui ont été faits à l'époque ne peuvent pas être reproduits avec les techniques de tatouage actuelles, avec une aiguille électrique par exemple. Donc ça dénote chez la personne qui l'a faite un artisanat, on pourrait dire, un artisanat très particulier. Et c'est aussi pour ça que les tatouages moko de cette époque et de cette tradition sont reconnus comme les meilleurs au monde réellement. Et puis il y a cette question aussi du transfert du bois vers la peau, c'est-à-dire le transfert en fait, on passe d'une déité à une autre, d'un dieu à un autre, et on a changé de statut, on a changé de stade, et c'est ça que marque le tatouage aussi. Le marquage sur la peau, c'est un passage. Une question de Michel Van Pratt, le porteur du projet de rénovation du Musée de l'Homme. I also think that the mete kuku kakopi, that the showing and the bearing of the teeth, or the suturing of the corners, was done on purpose to make sure that the teeth were bared, as we would say, mehe niho whakatete, which means to bare your teeth, which is a sign of your rangatiratanga, of your ability to lead and to open your mouth and orate and speak on behalf of your tribal group. So to say that the mouth is open and baring your teeth is also a sign of a rangatira, of someone of bearing and somebody of rank within their tribal group. So mete kuku ka kopi is the second saying that our ancestors would use when the lips were sewn together so it looked like a mussel shell that had been closed properly. But both had the same amount of mana. I wouldn't dare say that because the teeth have been bared that he is a slave. But I would read into it, he's got good teeth. So even if it's open, it's got good teeth? It's open, it's a good thing. The name of the one around the neck is the mokowaha. In other words, it's a strangulation cord. Most of that stuff is flax that's been lovingly tied into, just tidy it up to make it look good. Me te kuku kakopi, e taura mokowaha. Alors, un petit résumé de la première partie, notamment. Un détail sur pas tant un détail que ça, sur la bouche et les dents. On a parlé des dents beaucoup, et c'est vrai que les tribus avaient pour habitude, quand elles enterraient les personnes de haut rang, de coudre la commissure des lèvres tout en laissant ouvert la bouche, puisque la présence des dents, c'était la présence d'un symbole de pouvoir, c'est la présence de quelqu'un qui pouvait commander à ses troupes, commander à son clan, et c'était une forme de symbole de commandement. Donc c'était bon d'avoir la bouche ouverte et d'avoir les dents qui étaient symbole de pouvoir et d'assise. Et quand c'était par contre fermé comme un coquillage un petit peu, c'est sûr c'était moins bon signe, et parce qu'on ne voyait pas les dents, on ne voyait pas ce symbole. I don't mention the word Cook Island. Michel? Oui. C'est Cookie Island. C'est pas une question, c'est juste pour dire que pour avoir eu à regarder l'ensemble des têtes, puisque
À un moment, j'étais à l'inspection générale des musées pour instruire ce dossier et pour essayer de repérer cette vingtaine de têtes. J'avais justement demandé à ce que systématiquement il y ait un repérage du post-mortem et de l'anté-mortem, parce que c'est quasiment évident sur toutes les têtes, même celles que le collègue n'a pas pu regarder. Et de toutes celles que j'ai vues, il y en a une que vous n'avez pas pu voir, qui est la dernière qui a été incluse dedans, c'est la tête de l'Université de Montpellier. Et sur la tête de l'Université de Montpellier, c'est la seule où on peut vraiment être certain qu'il y a eu... Alors, ce n'est pas des faux, c'est de la restauration récente, parce qu'en fait, il y a eu des vernis qui ont été mis souvent sur certaines de ces têtes, et on voit à ce moment-là qu'il y a eu des vernis et des matières qui ont été remises, probablement simplement d'ailleurs pour réparer des peaux qui s'étaient décomposées, et je ne crois pas là aussi qu'on peut parler de faux, mais simplement plutôt de restauration. Et ça, c'est très net sur la tête de Montpellier que vous n'avez pas pu voir. Oui. La tête de Montpellier était une tête, alors... dans l'ensemble, la loi de 2010 avait prévu ce qu'était dans les musées de France. Dans l'enquête que j'avais faite pour l'inspection générale des musées, je savais qu'il y avait des têtes aussi à l'université de Montpellier. Il y avait prétendument 3 têtes à l'université de Montpellier. En fait, à l'université de Montpellier, il y a un plâtre, il y avait une tête, et il y a une tête marquée océanienne qui, à mon avis, d'une part n'a aucun moko, et d'autre part n'est probablement pas non plus néo-zélandaise. Ces têtes-là n'étaient pas considérées par la loi, puisqu'elles n'étaient pas dans un musée de France. Donc ce qui a été fait, c'est, on va dire, une action pédagogique auprès de l'Université de Montpellier. Et comme les collections de l'Université de Montpellier étaient classées, par contre, au même titre que les monuments classés, ce qui a été fait, c'est un déclassement au titre des monuments historiques, il y a 3 semaines. Et la tête a rejoint donc le quai Branly dans les derniers jours. Voilà. C'est la seule où vraiment c'est patent qu'il y a une restauration. En fait. So a quick summary of the discussion. It was rather a comment rather than a question. So this gentleman's job was to gather all the heads and to study it. He was appointed to do this by the General Inspection of the French Museums, and so he had to gather all the 20 heads. He asked for this mostly to study the post-mortem and ante-mortem characteristics, because he saw in particular one head which wasn't shown here, but it's a head that was kept until very recently, actually, in Montpellier in the south of France. We can see on that head that there is not what we could call a fake tattoo, rather restored tattoo, because back then, probably to maintain it in time, some varnish was applied, some matter was applied for repairing damages. The law of 2010, which was passed very recently, concerned the museums of France. That's in the law. And so after some research, it was found that the University of Montpellier in the south of France had 3 heads, but the university is not a museum. So they found out that there was actually not 3 heads, but 1 plaster, as we could see. It was not the plaster, but a similar one. 1 actual head, and 1 Oceanian head, as they call it. Probably not from New Zealand, and it certainly didn't have any moko on it. So these heads were not targeted by the law, and not governed by it. So an amendment had to be passed, if you will, into the law, and the University of Montpellier accepted this. So much like with a classified monument, they declassified these heads so that they could be included in the remit of the law, if you will. So just 3 weeks ago, they were sent to Quai Branly, and they just arrived, actually. Autre question? Oh, excusez-moi, Michel. We know that there are more toi moko in private collections. And so I suppose the lesson we learn and the call that we make is to those that may still have toi moko to consider their return to Aotearoa, New Zealand. Et l'appel que l'on passe aujourd'hui, effectivement, c'est à toutes les entités qui détiendraient encore des toi moko de
bien vouloir les rendre et les rapatrier dans leur pays d'origine, la Nouvelle-Zélande. Of course, our role is to work collaboratively with colleagues and with people. So there is no exchange of money, and we embark on a process of discussion, so that there's willing parties on both sides, and often the tupuna have become a catalyst for ongoing discussion about cultures in different continents, and how one culture can respect another, and how another culture can continue a dialogue of how nations continue to grow and understand peoples and increase their tolerance of difference. Bien sûr, ces échanges sont de nature volontaire, il n'y a pas de considération pécuniaire, financière bien sûr impliquée, et ce sont des parties donc volontaires. Et l'idée derrière cet échange, et aussi avec le musée, c'est le dialogue des cultures, le dialogue entre différents continents, l'idée qu'une nation, une autre nation, peut aider à mieux comprendre et peut aider à faire progresser un certain dialogue et aboutir justement à une meilleure connaissance et une meilleure entente entre les nations. Question, oui. Dans la dernière partie, vous avez montré un visage. Dans la dernière partie, tout à l'heure, vous avez montré le visage avec le détail des symboles de l'individu, de cette personne. Est-ce que pour les femmes, on retrouve les mêmes symboles qui racontent toute cette vie? Parce qu'il y avait une partie où il y avait la relation avec... c'était un père avec son enfant, il y avait aussi... c'était un businessman, il avait aussi fait des grandes guerres, il y avait vraiment le détail de l'individu de la vie. Est-ce que pour les femmes, dans ces tatouages, sur le visage, on retrouve la même histoire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'autre? Qu'est-ce qu'elles racontent en fait pour les femmes, ces tatouages? So in the last part of... le sens profond. In the last part of the last presentation, we had the opportunity to see the detail of a face and join to it these symbols and what the symbols probably mean, that he was a businessman, that he was a warrior, that he was such and such things. The thing is, it was a man's face. So the question deals with women's faces. The tattoos on the faces, do they represent as well, do they depict the life of the women? Is it as precise? Is the question for the moko kauai on the chin, kauai meaning chin, when the lips were with, like my cousin here who has her lips, both her lips are done. The traditional reason for blacking the lips was a sign of their knowledge base in terms of having the top lip done meant kauai runga. Now you have an upper house of knowledge or an upper house of parliament and a lower house. We have houses of knowledge that we talk about. So when the lips have been blacked, and it means that kauai runga, they have the top jaw, and kauai raro, the bottom jaw. In other words, they're able to articulate the stories for the young people, and they're also very good at doing the calling on our houses of where our people live. So the lips were deemed to be the most important part of the moko. The pū kauai down here carries a mangopare on her chin, which is the hammerhead shark. And it's a sign of her ability to look after her family, and also the fact that at the end of the day, she's a bearer of children. She's had her children. Her status now is as a kaikaranga or a caller for her people. Now, there's one other thing in there we need to understand when we go, that the interpretation of moko, each artist has their own interpretation. I could look at that moko and interpret it a wee bit differently from Mark. But most times we look at moko in terms of being, you are, as your DNA proves, you have a mum and a dad. Your left hand or your right hand side is deemed to be your father's genealogy, and your other side is your mother, and you are the line in the middle. What we say, tama wahine is your mother's genealogy, tama tāne is your father's genealogy, and your tama iti in the middle. You're the child in the middle. So there's a whole genealogical package going on there as well. And it took a whole lifetime to get moko. It didn't just happen overnight. And you couldn't stretch the moko because you'd split the skin. So the process was one of going really, really slowly.
and making sure that the lines were indented in just like how we carved wood. So it was a lifetime practice. So therefore you could analyse the marks on one person's face and know that there were at least 3 very good moko artists that had worked on the one person, because the moko marks changed slightly from one master to another, and little signatures come in as to who that master was. Sometimes the second person along wasn't that good, and you can tell because the marks weren't cut as well. Does it make sense? Yeah. Yes. Bien, alors la question justement des visages féminins dont les moko, les tatouages sont limités, comme on a pu le voir, à cette région, à cette partie du visage. Alors je ne saurais pas bien prononcer les mots en maori, bien sûr, je vais essayer de faire mon mieux. Le moko pour le menton, which is called kaiwai, probablement, et qu'on peut retrouver sur Madame dans le public, je me permets de l'indiquer puisque Monsieur l'a fait également, indique le savoir, c'est-à-dire que la présence sur les lèvres du tatouage est une présence de savoir, c'est-à-dire qu'on peut parler aux autres, on sait s'adresser, oui, voilà, c'est une question de savoir, et on connaît également les lieux d'habitation, je crois que c'était ça, des personnes dans le clan, dans la tribu. Donc c'est un signe de capacité qu'on sait prendre soin de sa famille. Les interprétations des différents moko divergent aussi selon les origines, selon les clans. C'est une question plus généralement, nous on parle de l'ADN, eux parlent des origines donc du père et de la mère, ont une division assez géographique, disons. Le père, c'est ce qu'on a du côté gauche, la mère, c'est ce qu'on a du côté droit, et nous on est au milieu, l'enfant est au milieu. L'enfant, c'est le mélange des deux, c'est la ligne droite. Le moko, comme on a pu le comprendre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, n'est pas tracé ou gravé en un jour ou en une nuit. Voilà. C'est tout au long de sa vie que cela est fait. C'est fait de manière profonde, puisque ça ne peut pas... on perd notre peau au cours de la vie. Donc évidemment, ce n'est pas sur une couche de peau, on ne va pas le perdre quand il y a un renouvellement de l'épiderme. Et donc ça doit être gravé très profondément, comme sur du bois, ce qui implique que ce n'est pas forcément la même personne qui a fait tous les tatouages, tous les moko d'une seule personne. Et on peut d'ailleurs voir différents styles ou différentes capacités selon les maîtres moko et certaines signatures. Et on peut voir parfois, on peut lire sur certains visages qu'un maître ou une personne, un tatoueur qui a précédé, qui était après un autre tatoueur, n'était pas forcément aussi bon, puisqu'on voit qu'il y a une rupture où il n'y a pas forcément la même qualité. Voilà. We do have references in our, a photograph was shown by this gentleman here of the chief Ihakawhanga. Ihakawhanga's body was fully tattooed from here all the way to his toes. And he was known as Kirikauri, meaning that he could stand in a forest and become quietly camouflaged. On a pu voir la photo, enfin juste le visage, mais d'un chef de tribu qui était tatoué pour sa part du haut du crâne jusqu'à la plante des pieds. Et on disait qu'il pouvait, c'était sa réputation finalement, il pouvait se mettre tout nu dans la forêt et se camoufler directement. Bien, une dernière question. Je suis désolé, nous devons libérer la salle avant 18h30. Juste 3 toutes petites qui s'enchaînent. Si j'ai bien compris, il y a eu 300 têtes qui leur ont été restituées. J'aimerais savoir si à chaque fois, du coup, il y a aussi toute la documentation scientifique, comme ça a pu être fait aujourd'hui, qui leur a été restituée. Si du coup les informations se recoupent et si ça a changé leur compréhension et perception de ce qui s'était passé et qui fait partie aussi de leur histoire. So, very quick question. Out of the 300 heads that you've received so far, or identified so far as being held abroad, did you receive scientific documents and scientific explanations, if you will, every time, such as today, for instance, or with this set of heads? Did it tally with anything that you had found out, or all the knowledge that you had before this, or did it change any of your understanding concerning these heads or certain practices? A number of the museums and universities haven't required that same level of identification.
in order to agree to repatriate the toimoko to Aotearoa, New Zealand. Here in Europe, this is a very friendly continent in that a number of museums have opened their doors and invited us to understand more about what they hold, and we have been in negotiations for the last 10 years in returning these tupuna back to New Zealand. Of course, what France did was very unique in that it did change. You did change your law to enable toimoko to be returned. The place of science and its interaction with what we're doing is something that we're contemplating at the moment. You heard Derek right at the beginning talk about us being at when I say us Māori, and a cornerstone at the moment to determine what is the bridge between Te Ao Māori, the Māori world, which includes science, and Western science methodologies, which we've learnt more about here today. And can I commend actually those who have taken a strong, deep interest in their own fields of expertise and seeing this as an area to which they have enlarged our knowledge and their knowledge, and something which the likes of our Rōpū, our group, will reflect on as we prepare for that next stage of development in Aotearoa, New Zealand. Because unlike the skeletal remains, which a number of them have been returned to their tribal groups, they are often buried straight away. The toimoko at the moment will be resting further at Te Papa while we have further discussions with Māori about what we should do next. And we learn more and more each day and each year. And so what we've learnt today about the work that's been done here will inform further discussion and debate in New Zealand about the place, if appropriate, of this Western science methodologies, perhaps to give us more information, or perhaps not to, given the crossover of ethical and cultural considerations that we'll discuss probably over the next 2 to 3, maybe 5 years, as we seek to understand what bridge, if any, can be made or should be built between different worldviews about the place of this type of knowledge, and consequently the use of information, and what might happen if this type of information was made global as much as now, and just the capacity of people to change things around and to stretch some of what is available. So today's provided a lot of food for thought for us to contemplate whether how these methodologies may add to our own cultural knowledge to extend the conversation about what we do next with the toimoko. Alors effectivement, il n'y a pas eu le même niveau d'exigence ou même d'identification avant le rapatriement de toutes ces têtes. Ici en Europe, les musées jouissent d'une grande liberté et ont pu nous inviter pour que justement on puisse discuter des méthodes de retour, et ce depuis 10 ans. La France, cela dit, a été assez unique en cela qu'elle a modifié sa loi pour un retour effectif des toimoko. La place de la science maintenant par rapport à notre culture, à notre tradition, c'est vrai que c'est un débat qu'on envisage de plus en plus chez nous, la rencontre entre la science dite occidentale et puis la science, oui, que j'appellerais science maori ou sagesse aussi maori, qui ne s'inscrit pas sur le même plan, mais qui n'exclut pas la science dite occidentale. Et puis il y a l'intérêt aussi marqué, bien sûr, et qu'on ne peut ignorer, de vos institutions pour notre savoir, pas simplement pour le savoir dit scientifique. Il faut savoir que plusieurs squelettes ont déjà été, plusieurs têtes ont déjà été renvoyées dans leur tribu, leur clan d'origine.
Il y en a un certain nombre de toimoko qui vont transiter, pour ainsi dire, par le musée de Te Papa, en attendant de savoir où il est le plus judicieux, finalement, de les envoyer. Nous en savons finalement de plus en plus grâce à ces recherches et grâce à d'autres recherches sur ces têtes. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on a pu voir également vient nourrir tout ce débat, toute cette discussion, une discussion empreinte de considérations éthiques, de considérations culturelles qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense qu'au cours des 3 à 5 prochaines années, il y a ce débat qui va toujours avoir lieu pour savoir, encore une fois, pour connaître le lieu le plus judicieux de destination de ces têtes. D'un point de vue plus global, je dirais que plus l'information circule, plus il y a de gens qui se confrontent à ces questions, plus le débat est riche. Et en tout cas, aujourd'hui, ça a été vraiment un food for thought, comme elle nous dit, c'est-à-dire ça a nourri notre réflexion et ça permettra d'élargir, encore une fois, cette conversation que nous aurons chez nous. Très bien. Il me reste donc à conclure cette journée qui, j'espère, vous aura intéressé. En tout cas, on peut constater que le public était au rendez-vous. Nous tenions, devant nos hôtes maoris, à leur dire ce qu'on avait pu faire comme recherche sur ces têtes qui repartent dans leur pays. We were very eager to present to you, our guests, all the results that we could gather. Of course, much more could have been done or said, but this was an example. Je rappelle que demain, pour élargir le débat, en ce même lieu, à 15h, pour se tourner vers la société civile, en quelque sorte, le directeur des collections du muséum, M. Guiraud, et moi-même, responsable des collections d'anthropologie biologique, présenterons une conférence et un débat, parce qu'on considère qu'au-delà des têtes maoris, la gestion, l'étude et éventuellement la restitution des restes humains est une question de société. Nous avons une politique au muséum. Nous considérons aussi que la science n'est pas seulement une science occidentale, mais qu'elle a une vocation à l'universalité, à être partagée par tous les peuples. So, tomorrow, in this very room, we will have a debate in French this time with the French Society about what are the policies for studying or repatriating human remains. What is the position of science? Science is in a universal dimension, and we think that this was an excellent opportunity through this repatriation example to debate this question. So, maintenant, je vais laisser le mot final à ma coprésidente, donc Madame Michèle Hippolyte, qui, je le rappelle, est coprésidente du musée de Nouvelle-Zélande, du Te Papa Tongarewa. Donc, merci en tout cas de mon côté et du côté des équipes du Muséum d'Histoire Naturelle de vous être déplacés. Madame Hippolyte, last word. Tēnā koutou katoa. Tēnā koutou I whakaputa o koutou whakaaro. E pāne ki a tātou o ngā tūpuna o Aotearoa. Firstly, thanks to the Museum of Natural History and to my colleague shouted in front of me, who I met earlier on to discuss the prospect of this seminar being convened and an opportunity to share some insights into the work that you're doing. One of the key themes that I picked up is that this is a human story. This is a story about people who journeyed and voyaged around the world, but in Polynesia made their way around those islands, and certainly a number of our ancestors who remained in Aotearoa, New Zealand. And what's important for us to remember is that what brings us here is those tupuna who whakapapa, who have a genealogical link to the land and the place that we treasure. They were privileged to have received markings or moko, and because they were seen as curiosities in their earlier days, made a journey from Aotearoa to this part of Europe on a ship, and on Monday they'll be returning home on a plane.
to show that over time technologies and understanding does change, and that we are part of that journey as well. So you've provided some interesting insights for us to reflect on, as I was saying. We know about 3D imaging, so we are contemplating what that may add to enable us to understand more about the toi moko. And the key for us is that we're taking them home to re-establish their links with their whenua, with their land, the place that they were born, and to, in some ways, put them at ease that they're able to meet their people again. So ngā mihi kia o koutou, greetings, and thank you for inviting us to participate today. Donc rapidement, merci beaucoup au musée de nous avoir invités. Merci aux personnes qui ont tout fait pour nous donner l'occasion de voir l'étendue de votre travail et la nature de votre travail. Plus généralement, pour moi, c'est une histoire humaine, une histoire de personnes qui ont voyagé, alors en Polynésie, bien sûr, entre les îles, mais ont voyagé dans le monde également. Il est important de se rappeler le lien anthropologique qui existe à la base, et nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir recevoir, ressentons cela également comme un privilège de pouvoir recevoir ces têtes. À l'origine, ces têtes avaient été déplacées par bateau, c'était des curiosités, et maintenant elles nous reviennent par avion comme pièces scientifiques. Donc cela dénote tout de même l'importance de la technologie, l'importance d'un nouveau regard, du changement de la perspective, et toutes les informations que vous nous avez fournies, par exemple la 3D, bon, nous connaissions ces techniques, mais c'est vrai que les informations fournies sur ces toi moko grâce à la 3D nous fournissent un nouveau regard. Mais le plus important pour nous, c'est bien sûr le retour de ces têtes, comme vous l'avez compris, pour renouer le lien avec leur lieu d'origine, avec leur passé, et pour les faire reposer en paix, effectivement. Donc, merci beaucoup. Whāno, tau mai te toki haumi e, hui e, tai ki e.